Bonjour, comme je voulais expliquer dans une autre vidéo, j'ai décidé de mettre en place une nouvelle rubrique dans les vidéos que je propose sur YouTube. C'est une rubrique dans laquelle je vais vous présenter de nombreuses œuvres françaises et francophones, des œuvres littéraires, que je vais vous résumer, que je vais vous commenter, pour lesquelles je vais vous fournir les thèmes les plus importants. Je vais vous décrire les personnages les plus importants. Et nous allons commencer aujourd'hui par Rabelais et une de ses œuvres principales, c'est Gargantua. Donc, je vais dans un premier temps vous présenter le plan et ensuite nous verrons toutes les parties. C'est une vidéo un petit peu longue, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous étudiez la littérature française comme littérature étrangère, ou même pour les étudiants français qui souhaitent, que ce soit au lycée ou à l'université, améliorer leur connaissance littéraire française. Voilà, à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà le plan que je vais suivre pour cette vidéo sur Gargantua. Dans un premier temps, nous allons voir l'auteur, nous allons découvrir qui il était, ce qu'il a écrit, pourquoi il l'a écrit. Ensuite, nous verrons dans quel contexte, qu'il soit historique ou religieux, il l'a écrit, parce que tout contexte induit des conséquences sur les idées, sur les propos des auteurs. Ensuite, nous verrons un résumé de l'œuvre, les personnages principaux, les thèmes principaux et la manière d'écrire de François Rabelais. Et nous ferons une petite conclusion où nous ouvrirons un petit peu sur d'autres auteurs humanistes, puisque Rabelais fait partie du mouvement humaniste. Voilà, à tout de suite. Comme je viens de vous le dire, François Rabelais fait partie de ce que l'on a appelé le mouvement humaniste de la Renaissance, au même titre que Montaigne ou Du Bellay. Il est né en 1494, certains doutent un petit peu de cette date et pensent qu'il est né beaucoup plus tôt, en 1483, mais les dates les plus fréquemment retrouvées sont 1494-1553. Donc vous voyez qu'il est mort à 59 ans, un peu plus si on estime qu'il est né un peu plus tôt. Mais c'est un homme qui est ce que l'on pourrait appeler un touche-à-tout. C'est-à-dire qu'il a fait des dizaines de métiers. Il a été médecin, il a été prêtre, il a été écrivain, il a été moine, il a fait énormément de choses. Et on retrouve un petit peu cette volonté, on va dire, encyclopédique dans la formation qu'il propose, dans l'enseignement le plus adapté possible qu'il propose dans son roman Gargantua. Nous en reparlerons tout à l'heure. C'était le fils d'un avocat. Il a étudié très très tôt le latin et le grec, notamment avec l'humaniste Guillaume Budet. Comme je vous l'ai dit, il a été moine, il a été traducteur. Il a, pendant toute sa vie, eu foi en Dieu, mais en même temps, il a eu des discours anticléricaux et notamment, il a énormément critiqué l'éducation, l'enseignement mis en place par les théologiens, notamment à la Sorbonne. Les deux personnages principaux qu'il a créés sont Gargantua et Pantagruel. Alors, il a tout d'abord écrit Pantagruel en 1532 sous le nom de Alcofribas Nazier. Nous en reparlerons de ce nom, puisque c'était l'anagramme de son propre nom. C'est-à-dire que si vous remélangez toutes les lettres de Alcofribas Nazier, vous retrouvez le nom de François Rabelais. Je vous expliquerai pourquoi il a décidé de faire cela. Il a donc tout d'abord écrit Pantagruel, qui raconte l'histoire d'un géant, puis
1534, 2 ans plus tard, Gargantua, qui raconte l'histoire un petit peu inversée puisqu'il s'agit du père de Pantagruel qui est Gargantua. Donc il ne l'a pas fait dans l'ordre chronologique, il a d'abord raconté l'histoire du fils, puis l'histoire du père. Un peu plus tard, il écrira le tiers-livre et le quart-livre où l'on retrouvera le personnage de Gargantua. Et le 5e livre également, mais qui ne sera publié qu'après sa mort, à titre posthume. Et d'ailleurs, certains spécialistes doutent un petit peu de l'auteur de ce 5e livre. Ils ne sont pas certains que ce soit François Rabelais qui l'ait écrit. Voyons maintenant le contexte historique et religieux. Tout d'abord, les grandes découvertes. Je vous rappelle que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Cet événement a eu d'énormes conséquences sur la vie et sur la pensée dans toute l'Europe à cette époque-là, donc dès la fin du XVe siècle et pendant tout le XVIe siècle. Parce qu'on a découvert qu'il existait d'autres peuples sur Terre. 1520, le tour du monde par Magellan nous montre que la Terre est ronde, alors que jusqu'à présent, beaucoup pensaient qu'elle était plate. Et Copernic, un peu plus tard, découvre ce que l'on appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire qu'il prouve que la Terre tourne autour du Soleil et non pas le contraire. Ça aura une influence énorme, notamment sur la religion, parce que ça remet en cause des croyances, notamment qui étaient celles des protestants et des catholiques, qui pensaient que la Terre était le centre du monde. Or, on se rend compte que la Terre n'est plus pas le centre du monde, mais qu'elle fait partie d'une des planètes qui tourne autour du centre du monde, qui est le Soleil. Donc, ça a remis en cause énormément de croyances. Nous avons également ce que l'on appelle la réforme et la contre-réforme. En 1519, Luther propose des thèses dans lesquelles il remet en cause la politique religieuse mise en place par la papauté notamment. Et il critique énormément le commerce des indulgences, c'est-à-dire qu'en fait, les gens payaient pour être pardonnés de leurs péchés. Donc cette volonté de Luther de remettre en cause ce système va provoquer un schisme, c'est-à-dire en fait une opposition entre les catholiques et les protestants, et va provoquer une guerre qui, en France, sera une guerre civile, puisque les Français vont s'entretuer les uns les autres pour des croyances religieuses. Sachant qu'en France, contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne, le pouvoir en place, c'est-à-dire la royauté, a toujours refusé d'admettre le protestantisme. Alors qu'en Angleterre et en Allemagne, les deux religions cohabitaient d'une manière plus ou moins pacifique. Donc il va y avoir scission entre les églises romaines, catholiques et protestantes, et ça va mettre en place, de la part des catholiques, un mouvement contre-réforme qu'on a appelé le baroque. Nous en parlerons dans une autre vidéo que j'ai faite sur le mouvement baroque. Le contexte historique, c'est également une très forte rivalité, on pourrait même parler de guerre, de haine, entre François Ier et Charles Quint. François Ier, c'est le roi français, et Charles Quint, c'est le roi espagnol. Mais en 1519, Maximilien de Habsbourg recherche un successeur, puisqu'il n'a pas d'enfant, et il recherche un successeur pour être empereur sur donc toute la région qui se trouve, on va dire, à l'est de la France. François Ier veut le trône de l'empereur et il pense être le favori. Pourtant, Maximilien va choisir
un adolescent qui a 15 ans à l'époque, son petit-fils, Charles Quint d'Espagne. Et Charles Quint d'Espagne deviendra empereur sous le nom de Charles Ier de Habsbourg. Et pendant 30 ans, ces deux rois vont se faire la guerre pour avoir plus de pouvoir, plus de terres. Ils vont se faire la guerre en Italie, ils vont se faire la guerre en Bourgogne, ils vont se faire la guerre en Belgique actuelle. Donc ils ne vont pas arrêter de se faire la guerre. Et cette guerre picrocolline que l'on retrouve dans Gargantua est le reflet un petit peu de cette guerre que se font ces deux rois. Et Rabelais critique la politique royale, qu'elle soit espagnole ou française, de vouloir faire la guerre pour avoir plus de terres. La seule guerre qu'il accepte, c'est la guerre de défense, c'est-à-dire pour se protéger d'un envahisseur. Et donc beaucoup de spécialistes ont vu dans Picrochole, le personnage qui envahit le territoire du père de Gargantua, ont vu l'image de Charles Quint d'Espagne, l'envahisseur sans scrupules. Et je ne peux pas non plus ne pas parler de la censure. Beaucoup d'œuvres à l'époque étaient censurées par la Sorbonne et par les théologiens de l'époque qui ne supportaient pas que l'on puisse dire le contraire de ce que eux-mêmes disaient et qui ne supportaient pas que l'on puisse avoir des idées différentes des leurs. Donc il y a eu une grosse censure sur Pantagruel dans un premier temps, mais également sur Gargantua, et Rabelais a été obligé de modifier certains termes de son roman. D'ailleurs, il a fait au départ le choix de publier ses œuvres sous un anagramme, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure qu'il l'avait écrit sous le nom de Alcofribas Nazier, mais si vous remettez toutes les lettres dans le bon ordre de Alcofribas Nazier, vous retrouvez le nom de François Rabelais. Et il a fait ça d'une manière volontaire pour éviter la censure et éviter la menace des théologiens de la Sorbonne. Rabelais a été censuré au niveau de Gargantua pour des raisons bien précises, puisqu'il se moque ouvertement de la politique, on va dire, d'enseignement mise en place par les théologiens de la Sorbonne. Il critique cet enseignement qui pour lui n'est absolument pas adapté, et il refuse de se soumettre un petit peu à ces règles étouffantes et hypocrites mises en place par la Sorbonne et par les théologiens. Et donc on retrouve cette idée dans Gargantua, nous en reparlerons. Voyons maintenant le contexte culturel et littéraire. C'est tout d'abord la Renaissance italienne. Les Italiens renouent avec l'Antiquité. Je vous rappelle qu'en 1483, Constantinople a été reprise par les Turcs et de nombreux scientifiques, de nombreux savants qui se trouvaient à Constantinople ont fui l'invasion turque et sont allés en Italie, où l'on a découvert en fait tout le savoir qu'ils avaient, tous les documents qu'ils avaient, tous les livres qu'ils avaient, notamment les livres grecs qu'ils avaient traduits, et ce sera une forte source d'inspiration pour la Renaissance française, par l'intermédiaire des guerres d'Italie, puisque François Ier, en envahissant l'Italie, a découvert ce Rinascimento italien et l'a fait venir en France. C'est également l'invention de l'imprimerie. 1450, Gutenberg invente l'imprimerie en Allemagne et ça va permettre de développer énormément les productions, la diffusion des connaissances et la multiplication des livres qui jusqu'à présent étaient écrits à la main. Donc le prix des livres va diminuer et l'accès sera beaucoup plus simple pour tous. Et d'ailleurs, dans son prologue de Gargantua, Rabelais nous
vous explique que ce livre, il est pour les plus humbles, pour tous les Français. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'écrit en français. Et comme je vous l'ai dit, la Renaissance italienne permet de redécouvrir des textes latins et grecs, notamment Socrate, Platon, Aristote. Et ces auteurs vont être étudiés par les humanistes, qu'ils soient philologues ou qu'ils soient linguistes. Alors, l'œuvre de Gargantua. Le titre exact, c'est « La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par Monsieur Alcofribas, abstracteur de quintessence. Livre plein de pantagruélisme, ou plus simplement Gargantua ». Donc, un titre très très long, qui a été extrêmement réduit, Gargantua, et c'est donc, comme je vous l'ai expliqué, le deuxième roman de François Rabelais qu'il a écrit en 1534. Il est d'une écriture un peu plus difficile, un peu plus complexe que celle de Pantagruel, et il va compter, il y a 3 passages que l'on reverra plus précisément, les années d'apprentissage, la naissance d'abord de Gargantua, la naissance de Gargantua, son adolescence et l'apprentissage, qui se fait en 2 parties, l'apprentissage auprès de son père et auprès de théologiens, on va dire classiques, puis l'apprentissage avec un humaniste à Paris. Et dans un 3e temps, il y a la guerre picrocoline et les exploits guerriers du géant Gargantua. C'est un plaidoyer pour une culture humaniste contre les lourdeurs de l'enseignement de la Sorbonne, et contre la guerre et pour la liberté d'action et pour, on va dire, la liberté de vivre tel qu'on le souhaite. Comme je vous l'ai dit, Alcofribas Nazier, c'est l'anagramme de François Rabelais. Alors tout d'abord le prologue. Dans le prologue, Gargantua n'apparaît pas. On se retrouve devant un narrateur qui nous explique les raisons pour lesquelles il a écrit son livre. Et la raison principale, c'est pour extraire la substantifique moelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'un livre, il ne faut pas le prendre tel qu'on le voit au premier abord, et qu'il faut en chercher les idées les plus importantes. Ce n'est pas parce qu'on voit un livre qui est humoristique, comme c'est le cas de Gargantua, qu'il n'y a pas des choses importantes, des idées importantes à découvrir. Donc il encourage les lecteurs à aller au-delà de l'image première que donne ce roman, c'est-à-dire l'humour, et d'en découvrir toute l'importance. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo spécifique sur ce prologue et qu'elle est disponible également sur ma page YouTube. Vous pouvez aller la découvrir. La naissance de Gargantua. C'est donc le fils de Grand-Gousier et de Gargamel. Alors, un petit rappel tout de suite. Gargamel, ça s'écrit E2LE. Ne mélangez pas avec Gargamel, M-E-L, qui est le méchant dans les Schtroumpfs. Ça n'a absolument rien à voir. D'accord? Donc ici, c'est une femme, c'est la mère de Gargantua. Et c'est la fille du roi des Parpaillos. Et Gargantua naît dans de bien étranges conditions. Alors, tout d'abord, une petite remarque par rapport à l'écriture. Si vous lisez Gargantua, vous allez découvrir une écriture qui n'est pas du tout habituelle par rapport à ce que l'on peut découvrir au XXe ou au XXIe siècle. Il écrivait dans un français ancien. Donc, vous avez la possibilité de découvrir ce roman ou sous sa forme ancienne, mais qui est particulièrement difficile à lire pour des débutants, ou sous sa forme modernisée, où là d'autres écrivains ont transformé les mots pour les écrire tels qu'ils sont écrits aujourd'hui. Donc, Gargantua est resté pendant 11 mois dans le ventre de sa mère. C'est, selon Rabelais, un signe de perfection, puisque plus
l'enfant reste longtemps dans le ventre de sa mère, plus il se rapproche du chef-d'œuvre. Gargantua n'est pas sorti de manière normale de sa mère, puisqu'il est sorti par l'oreille de sa mère. Il est d'une taille extraordinaire. Il est, dès sa naissance, la première chose qu'il dit, c'est « à boire, à boire ». Et d'où la réaction de son père, Grand Gousier, qui dit « que grand gosier tu as, que grand gousier tu as ». Et Gargantua, la signification du mot Gargantua, c'est gosier. Donc, d'où son nom de Gargantua, qui lui a été donné par ses parents. Cette naissance évoque également une légende populaire qui dit que Jésus-Christ serait sorti de l'oreille de sa mère. Donc il fait un petit peu de Gargantua un chef-d'œuvre, un messie qui va nous raconter un petit peu la bonne parole. Et une petite remarque, pour l'allaiter, il fallait le lait de 17 913 vaches. Vous imaginez le nombre de litres de lait que cela peut faire. L'éducation de Gargantua. Donc entre 3 et 5 ans, il n'a absolument rien fait. Il faisait ce que bon lui semblait. Il allait gambader, il allait boire, manger, dormir. Il faisait du cheval et il avait une passion pour le cheval. Grand Gousier, donc son père, a décidé de lui donner pour professeur de latin le théologien Tubal Holoferne. Ce dernier lui a appris de la manière classique, c'est-à-dire de la manière qui est proposée par la Sorbonne, c'est-à-dire qu'il lui faisait tout apprendre par cœur. C'était la méthode employée à l'époque. On apprenait tout par cœur et il va même plus loin en disant qu'il lui faisait apprendre par cœur des textes entiers dans l'ordre normal et dans l'ordre inversé. Quel intérêt d'apprendre un texte dans l'ordre contraire? Ça n'a absolument aucun intérêt. Et là, il se moque, bien entendu, de l'éducation délivrée par les pédagogues traditionnels de la Sorbonne. Voyant que les résultats sur l'éducation de son fils sont catastrophiques, son père, Grand Gousier, décide de l'envoyer à Paris avec un autre professeur qui s'appelle Ponocrates. Et Ponocrates va lui fournir une éducation basée sur quelque chose de totalement différent, sur l'humanisme. Donc il va tout d'abord lui apprendre un ensemble de matières différentes. C'est-à-dire que les traditionalistes leur apprennent le latin dans un sens et dans l'autre. Ici, il va lui apprendre l'art, la métallurgie, l'artisanat, la rhétorique, la connaissance des herbes, le sport, la chasse, mais également l'amusement. Gargantua travaillera énormément. Il se lèvera à l'aube le matin, je crois que c'est 5 ou 6 heures, et finira que tard le soir. Mais il va avoir un enseignement réellement impressionnant, énorme en quantité et en qualité. Voici donc la troisième partie du roman Gargantua. C'est la guerre picrocolline. D'ailleurs, ce terme est resté dans les dictionnaires de nos jours, puisqu'on parle d'une guerre picrocolline quand c'est une guerre qui n'a aucun sens, qui n'a aucun but réel, sauf celui d'envahir. Donc c'est quand une guerre n'a vraiment aucune raison d'exister. Donc, Picrocole, le personnage, décide d'envahir le royaume de Grand Gousier et ne parvenant pas à repousser les attaques de l'envahisseur, Grand Gousier décide d'appeler à l'aide son fils, Gargantua, qui est à Paris, et qui vient aider en cela de frère Jean des Entomeurs. Et devant le courage de frère Jean, qui parvient lui aussi à faire fuir les envahisseurs, Gargantua lui remettra
l'abbaye de Thélème, où il pourra créer son école, une école humaniste qui va totalement à l'opposé de ce qui est proposé par la Sorbonne, une école dont la devise sera « Fais ce que tu voudras ». Donc très loin des propositions éducatives faites à la Sorbonne par les théologiens classiques. Nous allons donc maintenant voir les différents personnages. Tout d'abord, bien entendu, Gargantua. Donc c'est un géant. Son père était le roi d'un pays qui s'appelle Utopie. Je vous l'ai dit, à sa naissance, la première chose qu'il a crié, c'est « à boire, à boire ». Le nom de Gargantua avait déjà été utilisé dans d'autres poèmes, dans d'autres traditions populaires. Donc Rabelais a réutilisé ce nom pour profiter un petit peu de bénéficier de la popularité de ce nom. Le mot Gargantua en lui-même signifie gorge, goinfre, et donc correspond parfaitement à la mentalité de Gargantua, mais également à celle de son père. Donc tout d'abord, il aura nous l'avons vu, une éducation classique, basée donc sur l'apprentissage par cœur, puis, une fois à Paris, il étudiera d'une manière très différente avec l'humaniste Ponocrates, qui le fera travailler du matin jusqu'au soir. Il reviendra, je vous l'ai dit, pour défendre le royaume de son père de l'attaque du voisin, du roi voisin. Et donc, une fois vainqueur, il remettra l'abbaye de Thélème à un jeune moine qu'il avait aidé lors de cette guerre. Deuxième personnage important du roman, c'est Grangousier, donc qui est le père de Gargantua. Il est fort possible qu'il ait été inspiré directement par le père de Rabelais, donc un homme simple, un homme puissant, d'une famille puissante, mais qui restait très simple, qui n'avait pas de cour, qui vivait hors du besoin, mais sans réellement vivre de manière ostentatoire. Donc Grangousier provient de grand gosier, donc comme son fils, il apporte à ce type de géant des livres de Rabelais qui disposent d'un corps propice à la nourriture et à la boisson en grande quantité. Donc je vous l'ai dit, il enverra son fils à Paris avec le précepteur Ponocrates après avoir été fortement déçu par l'éducation qui était proposée par les précepteurs classiques, et il lui demandera de revenir lors de la guerre contre Picrochole. Troisième personnage, Ponocrates, justement le précepteur humaniste. Son nom signifie en grec « dur à la fatigue ». C'est le troisième précepteur de Gargantua. Le premier était mort de maladie. Le deuxième a été renvoyé par le père pour les mauvais résultats qu'il obtenait. Et donc, il envoie son fils avec Ponocrates et avec un autre étudiant qui, lui, avait déjà profité des enseignements de Ponocrates et qui était extrêmement intelligent. Et c'est là, en voyant la différence entre les deux, que Grangousier a décidé d'envoyer son fils à Paris. Le programme est extrêmement chargé, du matin jusqu'au soir, avec un minimum de temps de repos. C'est ainsi que se déroule la vie de Gargantua à longueur de journée. Donc il consomme un petit peu des lettres et de l'honnête savoir, comme il le dit lui-même. Il faut savoir que Ponocrates, en fonction des bons résultats qu'il aura obtenus avec Gargantua, sera également le précepteur de son fils lors du roman précédent. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc en fait le fils sera également entraîné, ou en tout cas enseigné, par le précepteur humaniste Ponocrates. Tubal Holoferne. Donc Tubal Holoferne, c'est le premier précepteur. Il sera remplacé ensuite par Maître Jobelin Bridé dans l'éducation de Gargantua, mais l'éducation restera la même. Et comme le dit lui-même le père de Gargantua, leur éducation rendra Gargantua fou, niais, tout rêveux et rassauté
rassauté, c'est-à-dire sot, idiot. Et une chose un petit peu étrange et qui montre la moquerie, l'humour de Rabelais, c'est qu'il fera mourir Tubal Holoferne de la vérole qui est donc une maladie transmise sexuellement. Or, normalement, les précepteurs, les théologiens n'avaient pas le droit aux relations sexuelles. Donc il fait mourir le précepteur d'une maladie qu'il n'aurait jamais dû attraper s'il avait respecté les règles qui lui étaient fixées. Gargamel. Alors Gargamel, E2LE, je le répète, rien à voir avec les Schtroumpfs. Gargamel est la mère de Gargantua. Elle aura un petit rôle parce que malheureusement donc Rabelais l'a fait mourir très jeune. Elle meurt pendant l'enfance de Gargantua. Mais elle détient quand même une place importante au début du livre. C'est en effet en accouchant de l'enfant, c'est elle qui lui confère sa naissance extraordinaire en l'obligeant à sortir par l'oreille, comme elle avait trop absorbé de remèdes contre la diarrhée. Elle permet également une approche de la galanterie, selon les géants de Rabelais, considérée comme attirante. On la décrit de bonne trogne, et elle ne reste pas non plus à part des festoiements et autres beuveries. Picrocole, c'est le roi donc qui attaque le royaume de Grand-Gousier, le père de Gargantua. Il donne son nom à la guerre qui les oppose. Et comme je vous l'ai dit, une guerre picrocoline s'est passée dans le langage courant pour signifier un conflit absurde déclenché pour des motifs insignifiants. Le mot picrocole signifiait littéralement bilamère et donc de mauvaise humeur. Et Picrocole représente certainement le roi Charles Quint, le roi d'Espagne Charles Quint, dont Rabelais a critiqué la soif de conquête, puisqu'il a vécu, Rabelais, nous l'avons vu dans le contexte, à l'époque où Charles Quint et François Ier se battaient pour le pouvoir en Europe. Enfin, un dernier, Frère Jean des Entomeurs. Donc, il n'apparaît qu'à la fin du roman, mais c'est donc un jeune prêtre qui récupérera en récompense de son courage l'abbaye de Thélème, dans lequel il fixera une règle unique, fais ce que tu voudras. Donc ça édicte un petit peu ce que l'on y ferait, ce que la volonté divine suggère à la nature humaine, foncièrement bonne et responsable. Voyons maintenant les différents thèmes, et le premier c'est mesure et démesure. Alors tout d'abord la démesure, d'abord les mensurations du héros. Il est énorme, il a un appétit extraordinaire, tout est démesuré chez lui. Toutefois, ces aventures, les aventures qu'il vit, que ce soit à Paris ou que ce soit quand il revient dans son royaume pour sauvegarder son pays, ils vont nous montrer qu'il va aller vers un raffinement progressif de son existence, parce qu'il va découvrir des centres d'intérêt, notamment l'humanisme, et au fur et à mesure qu'il va vieillir, il va devenir de plus en plus sage et de plus en plus érudit. Toutefois, il restera des éléments démesurés, notamment dans Jean des Entomeurs, qui n'incarne pas, même s'il est prêtre, un modèle sage et mesuré. Dans le langage, il a des discours parfois avec des paroles scatologiques, des outrances, des insultes, etc. Dans les genres également, il mélange les confrontations burlesques et les piques dans les combats. Mais comme je vous l'ai dit, ça s'accompagnera petit à petit d'une progression réelle du personnage, d'une évolution vers une dimension beaucoup plus humaine. Donc on peut le considérer comme un roman d'apprentissage, parce qu'il apprend petit à petit à vivre, à respecter, à profiter de la vie, au contraire de ce que propose l'enseignement classique. L'éducation. Donc c'est tout d'abord une critique de l'éducation médiévale, une éducation médiévale donc, qui était basée sur l'apprentissage par cœur, et que Rabelais ne comprend pas, ne supporte pas.
C'est également une critique de l'éducation qui négligeait l'hygiène et les activités physiques, donc qui méprisait le corps. Il n'y avait aucune activité physique, il n'y avait que très peu d'hygiène parmi les étudiants. Et donc, il encourage une éducation humaniste, donc qui est représentée par Ponocrates, qui repose sur un bon usage du temps. Donc notamment, Gargantua se lève à 4 heures du matin, son emploi du temps est extrêmement chargé tout au cours de la journée. Le corps n'est pas négligé, que ce soit au niveau hygiénique ou au niveau sportif. Pour Rabelais, le corps est aussi important que l'esprit. Il reprend un petit peu l'idée antique qui était qu'une âme saine dans un corps sain. Les méthodes d'éducation de Ponocrates reflètent la soif de connaissance des humanistes et leur souci de ne négliger aucun des aspects de l'homme. Troisième thème, l'humanisme. C'est un mouvement intellectuel diffusé en Europe pendant la Renaissance. Ils sont basés surtout sur l'importance de l'éthique et de la rationalité, donc de raisonner, la raison. Et il faut absolument développer les qualités de l'homme. On le trouve énormément dans les chapitres consacrés à la guerre picrocolline, notamment avec les arguments contre la guerre de conquête et en faveur de la charité du prince. Et on le retrouve également dans l'utopie de Thélème, qui dit « fais ce que tu voudras ». Donc ça va bien au-delà de ce qui était proposé par l'enseignement classique, notamment à la Sorbonne. L'humour, enfin, on retrouve énormément d'humour dans le roman de Rabelais, d'abord avec les paroles qui sont dites, mais également avec les exemples qui sont fournis. Il y a notamment une histoire qui concerne Rabelais, qui un jour souhaitait rejoindre Paris, mais n'avait pas d'argent sur lui, et donc il a laissé traîner des sachets de sucre par terre, où il avait écrit « Poison pour le roi ». Donc bien entendu, il a été dénoncé, arrêté, envoyé à Paris, là où il voulait aller, et ça a tellement fait rire le roi François Ier quand il l'a appris, qu'il a payé la note sans même discuter. Et donc on voit bien l'humour ici de Rabelais qui a pris le risque de se faire arrêter juste pour pouvoir aller à Paris gratuitement de Lyon. Les autres thèmes, donc le corps, qui est évoqué sans tabou. Il donne des exemples précis sur l'accouchement, sur l'urine, sur la défécation. La guerre également. Pour lui, il n'y a pas réellement de guerre juste, sauf peut-être la défense, mais il critique les guerres que peuvent mettre en place François Ier ou Charles Quint pour la domination de l'Europe. Pour lui, seule la guerre défensive se justifie. Et enfin, la liberté d'agir, la liberté d'être, qui est représentée dans les chapitres sur l'abbaye de Thélème. Les particularités de l'écriture. Donc c'est une très grande variété, une très grande richesse. Il mêle des termes techniques et savants, des dialectes régionaux, des expressions latines, des mots vulgaires et même des mots inventés. Il multiplie également les registres, qu'ils soient satiriques, épiques, comiques, lyriques, et ne recule devant aucune forme de comique, nous l'avons déjà vu. Voici maintenant 3 autres auteurs humanistes, Ronsard, que nous verrons prochainement, Du Bellay et Montaigne. Ce sont bien entendu les plus connus. Il y en a d'autres, notamment les poètes de la Pléiade. Vous pouvez retrouver le document sur la Pléiade dans une autre vidéo. Et pour finir, je vous ai proposé un petit quiz. Donc il y a 7 questions sur la première page, 5 de plus sur la deuxième, et vous aurez la réponse en bas de la vidéo directement sur YouTube. Donc vous pourrez avoir les réponses immédiatement, mais ne trichez pas, essayez. Normalement, vous avez toutes les réponses dans la vidéo.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Une vidéo un peu longue, mais c'est une œuvre extrêmement importante. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien entendu de la lire entièrement. Ce sera beaucoup plus profitable pour vous et vous verrez réellement l'humour et l'importance que Rabelais accorde à toutes les solutions qu'il propose ici.